je vais, moi, me contenter de parler de bois, de la combustion du bois, de ce qui se produit lorsque vous faites brûler du bois dans un poêle ordinaire, hein, un poêle même très perfectionné. Mais là, je vais rester au niveau du bois bûche. Alors, un bois bûche, il faut qu'il ne soit pas trop humide. Donc, généralement, il faut qu'il ait entre 10 et 15% d'eau. Mais souvent, avec l'engouement pour le chauffage au bois, les vendeurs de bois bûche, eh ben, vous le vendent à 30%. Et là, c'est encore pire, vous verrez au niveau des émissions. Eh bien, le bois, c'est 50% de carbone, de l'oxygène, 42%, de l'hydrogène. Mais je vous attire votre attention sur les minéraux. Ce sont des corps qui ne sont pas... Ces minéraux ne sont pas volatiles et ils vont nous servir de base pour fabriquer nos fameuses particules, dont je vous parlerai tout à l'heure. Alors les trois grosses macromolécules, là on va faire un peu de chimie, du bois sont la cellulose, 50%, la lignine 20 à 30% et l'hémicellulose. Et voilà un peu les structures de ces grosses macromolécules. La cellulose et l'hémicellulose et la lignine font partie des parois des cellules végétales des arbres. Donc, la cellulose va faire des longues molécules, des longs polymères de glucose. L'hémicellulose, c'est aussi du glucose, mais d'autres sucres, comme l'arabinose, xylose, et qui n'est pas linéaire, mais qui est spiralé, qui va un peu entourer nos molécules de cellulose. Et les parois extérieures les plus dures sont des dérivés d'un acide aminé qu'on appelle la phénylalanine. Alors, ces sucres, on en mange tous. Le saccharose, c'est glucose, fructose. L'amidon, ce sont des polymères de glucose avec deux types de molécules, l'amylose et l'amylopectine. Vous retrouvez toutes ces structures dans tout ce que nous consommons actuellement. Alors, ces composants du bois, eh bien voilà, si vous les comparez aux autres matériaux que l'on utilise pour se chauffer, eh bien vous voyez que les proportions de carbone par rapport au bois sont bien supérieures. Si vous prenez un bon charbon, il a 85% de carbone. Le gaz naturel, il n'est jamais pur. Hein, le méthane n'est jamais pur et donc il est accompagné de ses copains, l'éthane, le propane et le butane, qui font 10 à 20%. C'est donc autour de 80% de carbone et donc le bois, c'est 50% de carbone. Donc c'est un gros problème. Alors comment vous allez allumer votre foyer, alors je ne parle pas de foyer ouvert, hein. Là nous sommes dans des poêles. Alors au départ, vous allez mettre du petit bois très sec, peut-être un morceau de papier que vous allez enflammer pour essayer d'enflammer votre petit bois, sur lequel vous allez mettre des morceaux de bois le plus sec possible, un peu plus gros. Et il faut que vous ayez une arrivée d'air importante. Donc, pendant toute la période où votre bois va être encore un peu contenir de l'eau, la température ne va pas bouger. Vous allez toujours être à 100 degrés et jusqu'à ce que donc vous avez de la vapeur d'eau qui s'échappe de votre bois et puis il s'enflamme. Alors, c'est donc la période dite de séchage. Donc, dès que le séchage est fini, vous passez à une période que l'on appelle la pyrolyse, c'est-à-dire que toutes les molécules à ces températures-là qui composent le bois sont très fortement agitées, se cassent, et vous avez cette combustion qui se met en place, avec une production donc d'énergie extrêmement forte, mais cette production d'énergie ne peut se faire que si vous lui amenez beaucoup d'oxygène. Pour brûler 1 kg de bois sec, il faut 1 kg d'oxygène. Pour trouver 1 kg d'oxygène, combien de mètres cubes? C'est 200 grammes, en gros, d'oxygène par mètre cube. Donc il vous faut au moins 5 mètres cubes. Mais la réaction,
Ce n'est pas une réaction complète, ce n'est pas une réaction absolue. Vous n'êtes pas dans un milieu fermé où vous faites une réaction chimique. Donc il vous faut en gros autour de 8 mètres cubes pour brûler 1 kilo de bois. Vous voyez la quantité d'air qu'il faut faire passer. Et vous êtes obligé de réguler. Alors, vous allez avoir la bûche qui va se brûler et puis elle produit beaucoup de gaz. Ces gaz vont aussi brûler et ces longues molécules, elles vont se réarranger. Vous n'allez pas avoir du gaz carbonique comme ça qui va se produire de manière complète. Vous allez voir ce que je vais vous dire ensuite. Et puis, vous avez du mal à dépasser la température de 800 degrés. C'est pour ça qu'on ne pouvait pas fondre du fer avec du bois. On était obligé de passer avec du charbon de bois. Et encore, ça s'est beaucoup amélioré lorsqu'on a eu du charbon et on a fait du coke pour passer à des températures qui pouvaient monter à 1200, 1300 degrés pour faire fondre le fer. Et la dernière partie de notre combustion, c'est du charbon. Hein, il est devenu, le bois, c'est devenu du charbon, et donc vous avez une combustion de bois charbonneux. Alors, qu'est-ce que vous allez faire pour réguler, pour avoir du chauffage, surtout la nuit? C'est un peu embêtant quand on essaye de se chauffer complètement au bois la nuit, c'est qu'il faut de temps en temps se relever pour mettre du bois. Eh bien, pour ne pas être obligé de vous relever tous les 2 ou 3 heures, vous ralentissez l'admission d'air. Et à ce moment-là, vous allez baisser un peu votre température, vous allez consommer moins rapidement votre bois, mais vous allez émettre beaucoup plus de cochonneries. Donc, je vous compare là le bilan chimique de la combustion du charbon, du gaz naturel et du bois. Donc, pour le charbon, vous avez du gaz carbonique, du monoxyde de carbone, ça c'est un produit dangereux, des oxydes d'azote. Dès que l'on chauffe en présence d'air, dans l'air vous avez presque 80% d'azote, et à ces températures-là, vous allez faire des composés, vous allez oxyder votre azote, c'est pour ça que vous avez des oxydes d'azote, plus, donc dans le charbon vous pouvez avoir un peu de soufre, etc. Donc vous avez quelques autres oxydes qui vont se former, et puis ces vapeurs un peu passent dans l'atmosphère avec le courant d'air, du carbone pur qui va se déposer. C'est la suie de vos conduits qu'il faut ramener de temps en temps. Pour le gaz naturel, c'est bien plus simple. Vous allez avoir du gaz carbonique, du monoxyde de carbone, de l'eau et puis des oxydes d'azote. Pour le bois, ça devient beaucoup plus compliqué. Je vous l'ai mis là sous sa forme d'hydrate de carbone, hein, CaNH2O fois, plus de l'air, donc vous allez avoir du gaz carbonique, de la vapeur d'eau, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, du monoxyde de carbone, des oxydes d'azote, et puis des composés organiques volatiles. Alors les premiers composés organiques volatiles, lorsque vous chauffez, ça va être de l'acide formique, de l'acide acétique, un peu de benzène, et puis des centaines d'autres produits qui vont se former. Et puis des particules, je reviendrai là-dessus, je ne vous le développe pas plus, et ce qu'on appelle des goudrons, c'est-à-dire des hydrocarbures aromatiques polycycliques. Ceux-là sont les plus dangereux, ils sont pratiquement tous cancérigènes. Donc ça, c'est un travail qui est de l'ADEME et de l'INERIS, donc qui ont fait ce travail. Ils savent très bien ce qu'il y a dans la combustion du bois. Et vous faites ces comparaisons de manière verticale. On vous les représente ici en proportion de l'énergie nationale. Le bois énergie, mais alors c'est déjà un peu ancien, hein. Ça a 15 ans. On a augmenté probablement assez fortement la consommation de bois, vu la tendance qu'il y a actuellement avec cette promotion du bois énergie qui n'a aucun impact sur le dégagement de CO2 ni sur le réchauffement climatique. C'est ça la propagande, hein. Donc, à part les sulfates, à part les oxydes de soufre et d'azote, vous voyez qu'à partir de là, le bois énergie est beaucoup plus émetteur de produits souvent très toxiques par rapport aux autres, même le fioul, le charbon et le gaz naturel. Et quand vous le comparez au transport routier, tout à l'heure Jacques vous l'a dit, en hiver, les émissions de particules
sont aussi importantes que le trafic routier en Île-de-France. Le gaz carbonique, nous sommes tous des émetteurs de gaz carbonique. Nous respirons 20 fois par minute. Et qu'est-ce qui se passe dans notre respiration? Nous absorbons de l'oxygène, mais nous sommes aussi nous sommes des machines énergétiques. Donc, la machine énergétique, elle utilise du carbone et puis elle fait du CO2. Et donc, nous réémettons dans nos gaz de respiration du carbone, du gaz carbonique, autour d'une demi-tonne par an et par individu adulte. Donc, vous voyez, c'est extrêmement important au niveau de notre production personnelle de gaz carbonique. Il n'est toxique qu'à partir de 3%. Donc il faut aller dans une serre hyper où il pousse à mort la pousse pour être un peu intoxiqué, mais c'est rare dans l'atmosphère actuelle. On est à 0,0, je ne sais pas combien, de pourcentage de CO2. Combien de ménages franciliens se chauffent au bois? C'est une analyse de l'ADEME d'il y a déjà une bonne dizaine d'années. Donc il y a certainement un peu plus de personnes. Il y a très peu de gens qui se chauffent au bois à Paris. Il y en a un peu plus dans l'agglomération parisienne, donc c'est probablement la petite couronne. Et dans la zone hors agglomération, c'est donc les 4 autres départements de notre grande couronne, où on se chauffe aussi pas mal au bois. Donc au total, sur l'Île-de-France, 800 000. En décembre 2015, Madame Ségolène Royal, qui était ministre de l'Environnement, a autorisé l'utilisation du bois. Donc on était tous sidérés, vous voyez. Donc les politiques n'y comprennent rien, se laissent envahir par un certain nombre d'agences qui leur racontent n'importe quoi, et on en est arrivé maintenant à utiliser le bois pour se chauffer massivement. Il y a 15 millions en France, c'est 15 millions de personnes qui se chauffent au bois. Donc c'est une énergie qu'il faut faire baisser, mais on ne pourra jamais la faire baisser massivement d'un coup. Il faudra qu'elle s'abaisse de manière lente. Alors là, c'est aussi un travail de Airparif qui a essayé de voir quelles étaient les densités d'émissions de particules de 10 microns, qui sont aussi très liées au bois. Et alors paradoxalement, vous voyez, il y a très peu de chauffage au bois à Paris, et on voit que Paris est le plus dense en émissions. Eh bien ça, c'est pas les Parisiens qui se chauffent au bois, mais c'est le vent qui ramène plein de choses. Et alors on l'a montré au niveau de France Nature Environnement. On a installé sur un immeuble un grand parallélépipède de tissu blanc, enduit de glu. On l'a laissé 3 semaines comme ça. On l'a recueilli, il était bien gris, voire des fois un peu noir. Et on a analysé chimiquement quels étaient les produits qui s'étaient déposés. Et là, je vous ai mis ici le nom du marqueur de feu de bois, qui est un glucide compliqué, le lévoglucosane. Donc on l'a retrouvé dans ces mesures sur ce marqueur qu'on avait mis sur cet immeuble à Paris. Donc vous voyez, il faut faire attention parce qu'on se chauffe, mais le voisin en prend aussi. On est submergé au niveau de France Nature Environnement Île-de-France d'associations qui nous disent on ne peut plus respirer dans notre secteur. On a un quartier pavillonnaire, je cite Ormesson par exemple. Donc on est dans un quartier pavillonnaire, les gens ne peuvent plus respirer en hiver parce qu'il y a du chauffage au bois partout. Eh bien, ça vient d'un peu ça. Et ensuite, eh ben, c'est les copains d'à côté qui se chauffent peut-être pas au bois, qui subissent les inconvénients. Donc, les effets de la santé sur... alors, c'est pas que le bois, hein, c'est l'ensemble des particules fines de 2,5 microns et l'ozone. C'est des études relativement récentes. Donc, vous avez le nombre de décès prématurés qui sont liés à ces 2 produits. C'est aussi un travail de Airparif et de l'Observatoire régional de santé, ORS. Hein, là.
Donc 1780 décès prématurés à Paris. Pour la métropole, alors ça comprend aussi Paris, c'est un petit peu plus de 5000, et pour l'Île-de-France, c'est autour de 8000. Donc vous voyez, l'impact, et tout à l'heure, Jacques nous disait, pour le bois, c'est autour de 5000, hein, 6000. Voilà. Donc c'est extrêmement important. Et là, maintenant, je vais vous raconter un peu l'histoire des particules. Les particules, il faut se les retracer par rapport à leur taille. Alors, que fait-on pour avoir la taille de ces particules? Alors, c'est un travail que fait très bien Airparif. Il a 60 ou 70 capteurs dans la métropole et il filtre de l'air sur des filtres qui laissent passer les particules de 10 microns. 10 microns, c'est à peu près la taille d'une cellule. Et puis, il va recueillir toutes ces particules et il va les peser. Et ça va vous donner des microgrammes par mètre cube d'air qui est passé dans ce filtre. On peut faire la même chose avec des filtres plus petits, de 2,5 microns. C'est la taille d'un microbe, d'une bactérie. Et là aussi, on va pouvoir peser, on va avoir la masse en microgrammes par mètre cube. Mais après, vous avez plein d'autres particules qu'on n'arrive là pas à peser. Elles sont, on ne peut pas les peser, elles sont tellement fines qu'elles ne représentent pas de masse par rapport au PM2,5 et PM10. Par contre, on peut les compter. On a des systèmes de comptage et on peut les analyser chimiquement. Ce sont des appareils qui valent extrêmement cher. L'Europe nous imposerait normalement d'en avoir 2 appareils comme ça par million d'habitants. L'État refuse. On en a 1 à 2 au niveau d'Airparif. Je vais vous raconter. Alors, que sont composées ces particules? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a des minéraux dans le bois. Eh bien, ces minéraux, avec certains acides, soit des sulfates, soit des carbonates, ça va faire une petite plaque minérale, un petit cristal, sur lequel vont se déposer ces fameux composés organiques volatiles, voire les plus terribles, les HAP, c'est-à-dire les hydrocarbures aromatiques polycycliques qui sont quasiment tous cancérigènes. Donc c'est ça qui va passer dans l'air et que nous allons respirer. Voilà comment pénètrent ces particules dans l'organisme. Alors, il faut savoir que dans notre organisme, toutes nos muqueuses sont toujours humides et il y a des mucus. Et lorsque vous respirez par le nez et la gorge, c'est difficile de respirer autrement, mais les grosses particules vont être arrêtées par la sphère supérieure, c'est-à-dire par le nez et le larynx. Ils ne vont pas descendre, ne vont pas aller dans les bronches. Mais dès que vous êtes dans des particules plus fines, PM10, vous allez aller dans les bronches et les bronchioles. Et plus vos particules sont fines, plus elles vont aller dans les parties les plus fines, les plus petites de vos poumons, les alvéoles pulmonaires, et une partie va pouvoir passer dans le sang. Donc ici, là au niveau où j'ai marqué inflammation, vous êtes dans l'air. On est dans une petite alvéole qui est monocouche. Vous avez une seule couche de cellules. Au-dessus de cette couche de cellules, vous avez du mucus dans lequel traînent les éboueurs. Les éboueurs de notre système, c'est les lymphocytes, les macrophages. Et puis donc, vous arrivez aux nanoparticules qui arrivent là, à ce niveau-là. Elles vont se passer dans ce mucus, elles vont rencontrer ces cellules blanches, notamment les macrophages, qui eux vont émettre des signaux chimiques pour informer tout le milieu que ça va mal, qu'il faut faire quelque chose. Donc c'est ce qu'on appelle des cytokines, et les principales sont les interleukines 1 et 6, je vous fais pas le détail, et l'autre, tumeur necrosis factor, et puis une grande partie, une partie qui va passer directement dans le sang. Alors qu'est-ce qui se passe? Je vais vous donner un exemple. Vous allez vous cogner une main, un bras, une jambe, assez fortement, ça va vous faire comme un hématome, qu'un bleu que vous avez l'habitude. Et comment ça se passe? Au départ, vous tapez. Vous allez avoir une sensation de chaleur. Qu'est-ce qui se passe? Le sang
va affluer, donc les vaisseaux capillaires sanguins en proximité vont gonfler. Vous allez avoir une rougeur, puisqu'il y a du sang qui passe plus, ça va enfler et vous allez avoir mal. Et pendant toute cette période-là, vous avez vos signaux chimiques, vos cytokines qui sont émises pour que les cellules qui ont été lésées, cassées, mortes, soient éliminées par les lymphocytes, les cellules blanches, les macrophages, et puis vous allez avoir reconstitution de votre tissu cellulaire. Mais là, vous ne le sentez pas au niveau de vos alvéoles pulmonaires, si vous faites respirer ça qu'une seule fois. Mais si vous êtes un fumeur, parce que tout ce que je vous raconte là, c'est aussi ce qui se passe au niveau des gens qui fument des cigarettes. Vous avez tous ces produits qui vont arriver et qui vont arriver en permanence dans vos poumons. Ce qui va se passer, c'est que vos cellules, là, elles en ont ras-le-bol, elles vont sécréter beaucoup de mucus, donc ça va augmenter. Vos capacités respiratoires vont diminuer et vous allez faire un tas de maladies, parce qu'une fois que vous avez des grosses épaisseurs de mucus, vous avez des corps étrangers qui peuvent arriver là, des virus, des bactéries, et elles vont être dans un milieu favorable pour vivre. Et là, vous allez pouvoir faire des infections. Donc voilà un petit peu ce qui peut se produire quand vous fumez et quand vous respirez un peu dans un quartier très pavillonnaire et qui utilise beaucoup de feux de bois. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de la santé avec cette pollution atmosphérique, avec des petites particules, des PM2,5? Eh bien, vous avez augmenté l'asthme. Et l'asthme, c'est-à-dire vous augmentez un peu cette sécrétion de mucus dans vos alvéoles pulmonaires et vous respirez de moins en moins bien. Vous êtes aussi bloqué au niveau de vos muscles respiratoires. Et ça, je fais des crises d'asthme de temps en temps. C'est pas bon du tout. Vous avez stimulé ce qu'on appelle la bronchopneumonie chronique obstructive. Des infections, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Vous augmentez cet asthme et cette BPCO, vous allez réduire vos capacités respiratoires. Donc, vous allez avoir des soucis de vie. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la pression artérielle va augmenter parce que votre a besoin d'oxygène. Donc, le cœur, il va pousser, il va pousser, il va pousser. Donc, augmentation de la pression artérielle pour essayer d'obtenir un peu plus d'oxygène. Voilà ce qui se passe au niveau de vos poumons. Et donc, votre fonction vasculaire va être altérée. Alors, je passe sur les histoires de suicide, ce n'est pas ma partie, mais la mortalité par les causes cardiovasculaires, elle est extrêmement importante. Vous allez augmenter, puisque vous augmentez la pression artérielle, les infarctus, et vous augmentez aussi la fréquence cardiaque. Alors ça, c'est les effets à court terme. Si vous prolongez ces effets sur le long terme, à tout ça, se rajoutent les cancers. Pour qu'un cancer se développe, alors ils ne sont pas tous pareils. Moi, j'ai travaillé surtout sur le cancer du côlon. Il vous faut 20 ans de ce qu'on appelle une latence. C'est une vingtaine d'années. Donc, entre le moment où vos cellules commencent à débloquer et le moment où ça part à fond, c'est souvent là. Ce n'est pas toujours le cas. Ça peut avoir des cancers très rapides. Mais c'est généralement un temps très long. Donc, vous pouvez avoir des cancers du poumon, des cancers du sang, du sein, cerveau, foie. Donc, altération de la fonction vasculaire, ce que je vous disais tout à l'heure, l'hypertension artérielle. Il se rajoute aussi, sur le long terme, le diabète, les syndromes métaboliques, l'obésité. Je suis un peu obèse. Donc, et j'ai fini comme nutritionniste, donc vous voyez, je suis conscient du problème. Ensuite, vous avez des diminutions au niveau cérébral. Vous avez des AVC, donc les possibilités d'avoir des infarctus de petites vénules ou artérielles cérébrales. Ça diminue le neurodéveloppement des enfants, donc ça c'est chez la femme enceinte. Et puis pour les scolaires, diminution d'attention, de mémoire et dégradation des fonctions cognitives. Vous voyez, c'est extrêmement embêtant.
Ça va jusqu'aux maladies de Parkinson et Alzheimer. Et puis, on épaissit les artères coronaires, c'est les marqueurs de l'athérosclérose, et les fonctions vasculaires. Et ça va même jusqu'aux fertilités masculines et féminines, et petits poids de naissance prématurés, jusqu'à une augmentation de la mortalité à la naissance. Donc vous voyez, c'est extrêmement important, et on peut peut-être expliquer ça en partie par nos arrière-grands-parents qui se chauffaient au bois avec ils n'avaient pas de poêle à bois, ils avaient des cheminées qui n'étaient pas efficaces, mais par contre, ils en prenaient plein les poumons au niveau de la respiration. Cette figure, ça vous résume les principaux effets de la pollution. Alors, ce n'est pas que le bois, hein, c'est l'ensemble des pollutions qui sont liées aux particules, au dioxyde d'azote et à l'ozone. Donc, ça atteint, puisque ça passe dans le sang, ça va atteindre tous nos organes. Hein, ça va du cerveau jusqu'aux organes génitaux et urinaires, en passant par la peau, l'obésité, le système gastro-intestinal, le cerveau, les yeux, les poumons. Airparif a rassemblé de cette figure tous les inconvénients et toutes les pathologies qui peuvent être liées à cette pollution de l'air. Et malgré ça, on n'arrive pas beaucoup à sensibiliser nos politiques quand on fait des plans de prévention de l'atmosphère. Je travaille avec les pouvoirs publics et Jacques, on a fait des exposés, on a du mal à faire... alors, on arrive à persuader les ingénieurs, mais ils ont aussi, comme à l'ADEME, des directives au niveau des lobbies qui poussent pour ces différentes méthodes de chauffage. Là, Airparif a fait un travail qu'il a publié récemment sur la période 2017-2019 sur les effets des décès prématurés de PM, sur la prévention. On pourrait éviter que des décès prématurés avec les particules 2,5, les oxydes d'azote et l'ozone, et les pathologies chroniques, si on était avec les seuils recommandés par l'OMS. Voilà, les seuils, c'est 15 microgrammes par mètre cube de PM10, et c'est surtout cela sur lequel il faut se baser, c'est 5 fois moins que les autorisations actuelles. Donc si on avait ça, on n'aurait pas nos 8000 décès pour l'ensemble des franciliens. Pour l'asthme, on réduirait de 18%. On réduirait, alors chez les enfants, chez les adultes. Chez les enfants, on réduirait aussi toutes les infections des voies respiratoires. On réduirait cette fameuse bronchopneumonie chronique obstructive. Et alors ça, c'est le fumeur. Hein. C'est typique du fumeur et c'est une maladie qui conduit bien souvent vers le décès. Donc vous réduiriez aussi les cancers du poumon, les AVC au niveau cérébral, les infarctus, l'hypertension, hein, donc ça c'est une des causes importantes, et puis les diabètes.